Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je- oui. Donc, nous sommes donc aujourd'hui sur le dernier épisode. Donc, le premier épisode concernait, pour rappel, Pulumi avec de l'infrastructure as code. Dans le deuxième épisode, on a parlé de PyIdentic pour faire de la validation de données et de l'ingestion avec FastAPI. Aujourd'hui, je vous propose du coup d'aborder le dernier pan pour un projet data, du coup, qui va être toute la partie calcul distribué, mise à l'échelle et orchestration. Et pour ça, du coup, en Python, on va surtout pouvoir l'utiliser. Enfin, l'outil le plus intéressant aujourd'hui va être Dask. Et l'objectif de cette présentation va être de vous expliquer pourquoi et en quoi. Euh, du coup, avant de commencer à vraiment vous parler de Dask, je vais d'abord vous introduire le Python Data API Standard, qui est du coup un consortium de, euh, des groupes qui ont créé ou qui s'organisent autour des plus gros frameworks du monde de la data en Python. Voilà, ici vous avez une liste non exhaustive, avec Dask en l'occurrence, Panda, XRN, NumPy, TensorFlow, PyTorch. Et donc, l'idée dans ce consortium, c'est de proposer, enfin, c'est déjà de partir du constat que dans le monde du Python, on a énormément de librairies qui sont orientées data, dont chacun essaye de plus ou moins les faire interagir entre elles. Et donc, ce qu'on aimerait, finalement, c'est de standardiser un peu les pratiques et les mises en place de ces différentes librairies ou frameworks pour que chacun puisse interagir comme il le souhaite avec, et même des fois pouvoir les étendre, ou créer soi-même son propre framework pour venir s'incorporer à tout ce système. Donc pour ça, ce consortium essaie de définir le nom et les signatures des fonctions et méthodes. Par exemple, la fonction min pour faire un calcul de moyenne. Qu'est-ce qu'elle va prendre en entrée? Donc elle va prendre une séquence ou un itérable, peut-être d'autres paramètres, l'axe sur lequel il va devoir se faire ce genre d'éléments. Et également définir du coup la sémantique, du coup pour un calcul de moyenne, on va choisir la fonction min. Et donc pour ça, ce qu'ils font, c'est une évaluation, une première évaluation plutôt statistique. Globalement, dans l'usage des frameworks aujourd'hui, quel est le premier nom qui est le plus utilisé? Par exemple, pour la fonction min, c'est celle qui est utilisée à 99%. Et je crois qu'il y a un framework pour lequel ce n'est pas le cas, qui doit être TensorFlow. Donc voilà, globalement, ce consortium est assez important et ce vers quoi s'attend et le contexte des librairies qui s'y intègrent est assez important aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais vous en parler en premier lieu. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, donc en gardant en mémoire ce contexte-là, et je vais vous présenter Dask. Dask, c'est un framework orienté calcul distribué et mise à l'échelle, dont la motivation a été faite sur le fait que Python est le premier des langages orientés data actuellement. Lorsque l'on regarde sur les projets open source qui sont faits sur différentes plateformes, on peut très vite s'en rendre compte. Il a un écosystème qui est très élaboré en termes de librairie et de framework, comme on le disait. Donc NumPy, Panda, PyTorch, TensorFlow, XRF. Et au moment où Dask a été lancé, aucun réel framework Python, et je dis bien réel framework Python, pour le traitement de données à l'échelle existe. Alors, on pourrait parler de PySpark,
mais je reviendrai un peu plus tard. PySpark reste un binding vers du Scala, et donc n'est pas très pythonesque en soi. Donc l'objectif de Dask, c'est fournir un framework qui permet de faire du calcul distribué indépendamment de l'environnement dans lequel on travaille. Donc on va avoir une notion de cluster. Donc on peut qu'on fasse un code qui soit local ou qui se déploie sur un Fargate. Ça va être juste la configuration du cluster qui va changer, mais tout le code sous-jacent sera le même. Ensuite, on va avoir une intégration du coup native by design avec Python. Dask est entièrement écrit en Python. On va avoir du calcul sous forme lazy, comme on va pouvoir retrouver sur Spark par exemple également. Et du coup maintenant, Dask est l'un des produits qui fait partie de ce consortium dont je vous parlais juste avant. Dask est composé, donc est un framework qui du coup propose différentes briques pour pouvoir faire du calcul distribué. Donc la première brique principale qu'on va retrouver, ça va être la brique array. C'est une brique qui va venir s'intégrer autour de NumPy. Globalement, donc, comme c'est expliqué sur la slide, un array Dask, c'est un ensemble de NDArray NumPy. Donc Dask, pour pouvoir faire ses calculs sur des énormes NumPy arrays, va le redécouper en tout petit pour pouvoir le dispatcher sur différents threads, différents pools, différents nœuds sur un cluster. L'interface permet l'utilisation de fonctions classiques qu'on retrouve avec NumPy, addition, soustraction, exponentielle, logarithme, etc. On va avoir tout ce qui est calcul de réduction, donc des sommes sur mon array, la moyenne de mon array, ou d'autres composants de ce type. Et également, on va pouvoir faire tout ce qui est changement d'axe, tous les calculs globaux, bien génériques, les plus utilisés vont être possibles. Et du coup, ça respecte également la NEP 13, donc la NEP qui est la NumPy Enhancement Proposal, qui est globalement la partie standardisation pour NumPy en tant que array. Donc ça vient s'intégrer également dans le consortium dont je parlais juste avant, et ça permet de définir des interfaces pour que tout le monde puisse exploiter ces objets-là de la même manière. Donc finalement, on peut dire que les arrays Dask sont en partie des NumPy arrays. Le second type d'objet qu'on va retrouver avec Dask, ça va être les bags. Donc si vous connaissez Spark, vous devez connaître les RDD. Donc globalement, un bag Dask, c'est un RDD PySpark. Donc ça va permettre de faire tout ce qui est calcul de MapReduce sur les collections. Globalement, c'est un objet qui va être un regroupement de sous-objets de collections de différents types. Donc ça va permettre de mettre en forme et de pouvoir faire des calculs sur des données non structurées ou semi-structurées, donc type JSON par exemple. Donc ça va être un aspect assez important qui va nous être utile lorsque l'on va traiter certains types de données, principalement des fichiers. Ensuite, on va avoir le pendant un peu plus structuré des objets, donc qui va être le data frame. Donc, si vous connaissez Panda, Panda dispose également de data frame. Donc, on va retrouver un peu la même mécanique qu'avec NumPy. C'est-à-dire que Dask, ces data frames sont
des data frames Panda, sauf qu'ils sont plus volumineux. Et l'idée, c'est de venir les découper en petits data frames Panda pour qu'ils tiennent sur un nœud en mémoire. Donc on va avoir un usage qui est très similaire à celui de Panda. On va pouvoir les utiliser exactement pareil avec les mêmes méthodes. Et ça va être très important à utiliser quand on a une RAM, nos objets qui ne tiennent plus en RAM. Donc Dask ne vient pas supplanter Panda. Panda garde toujours un intérêt lorsque nos objets sont toujours tiennent en RAM. Donc je pourrais revenir dessus un peu plus tard, mais du coup, l'idée c'est vraiment que Dask vienne pour faire tout ce qui est calcul distribué, mais qu'on utilise lorsque c'est nécessaire les sous-composants pour qu'ils soient plus efficaces, on dirait. Ensuite, on va avoir le dernier type d'objet qu'on va retrouver, c'est du coup les delayed. Et donc c'est des objets qui sont là un petit peu en complément des précédents. L'idée, c'est de pouvoir offrir une souplesse là où les autres objets sont assez stricts dans leurs usages et dans leurs définitions, d'offrir un moyen de faire du calcul distribué sur des fonctions, par exemple, qui vont être définies par l'utilisateur. Donc là, on va pouvoir voir un petit exemple. Donc le das.delayed.inc va permettre de pouvoir définir une fonction qui sera exécutée ultérieurement. Et donc, en lui passant le paramètre 1, on indique que du coup, je vais y arriver, mais dans le graphe de calcul, ça sera un incrément de 1. Et du coup, quand on fait le compute de notre ensemble, on peut du coup créer des nœuds de calcul depuis des fonctions qui sont celles définies par l'utilisateur. Donc, ce qui permet d'avoir des algorithmes très, très souples et facilement réalisables par les développeurs, même en termes de complexité. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans le fonctionnement de Dask. Du coup, les deux grandes notions qui vont être importantes, il y a deux grandes notions qui vont être importantes avec Dask. La première, ça va être le graphe de tâches, task graph. Et du coup, c'est ce qui va permettre de réaliser les calculs pour Dask, ou en tout cas de faire entre guillemets, son optimisation. Donc, il va permettre de mettre en place les différents éléments. Ce graphe va également permettre à un développeur de regarder comment Dask prévoit de dérouler ce séquencement. Et on va avoir certains éléments qui vont nous permettre de venir alimenter et modifier ce graphe-là pour l'optimiser de notre côté. Donc, lorsque Dask procède à sa réalisation, il va générer des nœuds et des liens. Chaque nœud va correspondre à une fonction, globalement, et un lien, ça va être un objet qui va être injecté. Donc on va avoir un ensemble qui va du coup correspondre à une tâche, et une tâche va correspondre à la sortie d'une fonction et pourra être utilisée en entrée d'une autre. Ensuite, le second concept qui va être assez important, c'est le scheduling. Donc, quand Dask a généré notre graphe, on va avoir du coup besoin de processer, de traiter notre graphe de calcul. Et pour ça, on va disposer de schedulers. On va avoir deux grandes familles de schedulers avec Dask.
La première, c'est les Single Machine Scheduler, donc qui vont nous permettre de faire du calcul de manière assez simple sur un thread localement. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui est les schedulers distribués. Donc là, on va pouvoir avoir du multithread local qui va pouvoir être mis en place pour, par exemple, faire nos développements localement. Et ensuite, si on a besoin, donc avoir un mode où on utilise notre cluster local et avoir un mode pour de la production avec un cluster Fargate, par exemple, ou bien un cluster Kubernetes également. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler un peu de la comparaison avec PySpark, parce que du coup, comme je l'ai déjà mentionné, et de par les éléments que j'ai déjà mentionnés, vous vous doutez bien qu'il y a certaines adéquations et correspondances entre les deux. Du coup, ça peut être intéressant de savoir en quoi Dask est meilleur ou moins bon que PySpark et dans quel contexte utiliser l'un plutôt que l'autre. Donc pour Dask, le premier intérêt, c'est qu'il est écrit en Python, donc il s'intègre très bien déjà avec du Python et avec tout l'écosystème qui tourne autour. Donc on va retrouver en C, C++, Fortran, Rust, tous ces langages bas niveau qui supportent directement une intégration lors de génération de modules. On va avoir le fait que du coup c'est plus facilement testable. On n'a pas besoin de rajouter de composants supplémentaires lorsqu'on va utiliser Dask dans nos tests, parce qu'on ne va pas avoir besoin d'importer une JVM et toute la lourdeur qu'on va pouvoir potentiellement retrouver avec PySpark. Donc ça va permettre de mettre en place des processus qui sont aussi beaucoup plus simples à tester sur des chaînes de CI/CD et du coup de pouvoir aussi garantir plus facilement le résultat des développeurs. Le dernier point également, c'est aussi le fait que Dask est plus souple que PySpark. Comme je l'expliquais, par exemple, le fait qu'il est assez simple de pouvoir utiliser des fonctions qui sont juste des fonctions créées par l'utilisateur. Pour PySpark, on va retrouver 3 raisons principales par rapport à Dask. Donc ça va être, c'est assez mal formulé sur la slide, mais PySpark est plus intéressant pour tout ce qui va être sur des stacks qui tournent déjà dans un monde orienté JVM, Apache. Donc tous ces éléments qui comportent ces écosystèmes-là seront plutôt favorisés côté PySpark, du fait qu'on a du Spark derrière et que du coup on est directement dans le bon écosystème. Et du coup, il y a aussi le fait que Spark est plus haut niveau d'un point de vue conceptuel, et du coup, il peut être en partie peut-être plus simple à appréhender ou à mettre des choses en place. Mais comme toutes les qualités, ça peut être également un défaut. Donc pour résumer un petit peu, pourquoi choisir Dask plutôt que PySpark? Parce que vous préférez Python, qui peut être un très bon argument, ou bien que vous réalisez déjà des projets en Python qui peuvent s'intégrer directement avec Dask. Pour des cas d'usage qui sont relativement complexes et dont la mise en place côté Spark serait peut-être un petit peu plus difficile, ou en tout cas dont on ne disposerait pas de la souplesse pour cela, avoir un moyen de faire du travail, du POC local également, étant donné qu'il est assez facile de mettre des choses en place avec Dask localement et de les distribuer sur d'autres types de clusters plus tard, et ou bien d'interopérer avec
d'autres technologies, mais de type C, C++, sans avoir à installer des tonnes de packages non plus. Donc également vrai pour interagir avec tout ce qui va être type Fargate, Cube, ce genre de techno. Pour Spark, on va avoir une solution qui est établie déjà depuis plus longtemps. Donc, Spark date de 2010, Dask de 2014. Et du coup, Spark s'est imposé en premier lieu et a permis d'avoir une première solution que les entreprises ont déjà un petit peu utilisée et dont on est à peu près sûr de l'usage. On va avoir le fait d'avoir peu de machine learning. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais du coup, Dask s'interface très bien du fait qu'il fait partie d'un consortium et que du coup, les API tendent à s'uniformiser dans tout ça. Donc, il va très bien s'intégrer avec du scikit-learn, du PyTorch ou du TensorFlow. Côté Spark, on va être plus limité dans les choix possibles de son côté. Et du coup, ce qui va être intéressant pour Spark, ça va être aussi cette solution tout en un, où on fait déjà partie d'un écosystème complet pour pouvoir traiter nos besoins. Voilà globalement ce que j'avais à vous parler sur Dask. Et j'espère qu'en tout cas, cette présentation vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez des questions autour de Dask. En tout cas, je serais ravi d'y répondre si vous en avez.